Bonjour et bienvenue donc au séminaire du partenariat Ferdi Banque. C'est un séminaire qui a lieu tous les 6 mois et qui traite de tous les sujets d'économie du développement qui ont trait en particulier aux aspects monétaires et financiers de l'économie du développement. Aujourd'hui, nous avons au programme la présentation de 2 papiers. Un premier qui est sur la relation entre les désastres naturels liés au changement climatique et les mésalignements de taux de change. Ce sera présenté par Thibault Lemaire. Et en second, nous aurons un article rédigé par Joël Carriol et Florian Léon et qui a pour titre « Comment l'accès à Internet a aidé les entreprises à faire face à la crise Covid ». Donc, sans plus tarder, nous allons peut-être commencer la présentation de ces papiers, parce que nous avons un programme assez chargé jusqu'à 11h30. Et Thibault Lemaire va commencer par présenter son papier concernant les relations entre les désastres naturels liés au changement climatique et les mésalignements de taux de change. À toi, Thibault. Merci beaucoup, Luc. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir en plein écran? Absolument. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter un papier récent qui cherche à regarder un petit peu le lien entre désastres naturels liés au climat. Tout au long de la présentation, je dirais désastres naturels, mais ce sont bien seulement ceux liés au climat, ce qui exclut les tremblements de terre notamment, et le mésalignement du taux de change dans les pays en développement. Donc bien sûr, les opinions que j'exprime dans ce papier sont les miennes et ne représentent pas forcément celles de la Banque de France ou de l'Eurosystème. Alors évidemment, les désastres naturels liés au climat ont des effets dramatiques dans les pays en développement et pas seulement. On a tous des exemples récents en tête et donc vont avoir un impact très fort sur le secteur réel et sur les populations. Les conséquences monétaires et financières de ces désastres ont reçu beaucoup moins d'attention de la part des économistes notamment, malgré leur importance pour la stabilité macroéconomique. Et donc, c'est là où je vais essayer un petit peu d'apporter quelque chose avec ce papier. Et donc, tout ça a lieu dans un contexte où on sait que le changement climatique va affecter ces désastres naturels, soit leur fréquence, soit leur intensité, ou les deux. Et alors également d'autres recherches qu'on a menées au sein de la Banque de France avec Luc Jacolin et Olivier Devante notamment, ont montré que le changement climatique va également réduire le revenu dans les pays en développement et donc contraindre leur capacité d'adaptation. Donc, dans ce contexte, mon papier vise à répondre à la question de recherche suivante, qui est de savoir si les désastres naturels liés au climat vont impacter le mésalignement du taux de change réel dans les pays en développement. Et donc, dans ce papier, j'adopte une approche empirique, puisque, en fait, de manière théorique, les effets pourraient aller dans les deux sens. Certaines forces vont tendre vers une dépréciation du taux de change réel. Suite à ces désastres naturels, il peut y avoir une hausse des besoins d'importation, moins de flux entrants d'investissements directs étrangers, une baisse de la production agricole et donc des exportations agricoles très importantes pour de nombreux pays en développement, etc. À l'inverse, on peut également penser à des canaux qui mèneraient à une appréciation du taux de change réel. Une hausse des exportations, c'est l'effet de diaspora qui a été montré dans la littérature. Des flux entrants d'aide au développement, Official Development Assistance, des flux entrants de capitaux envoyés par les travailleurs migrants, des flux entrants de capitaux de manière générale, avec des besoins de reconstruction notamment. Et donc ça peut représenter également un choc d'offres négatif qui va mener à de l'inflation, entre autres canaux. Donc, l'effet étant a priori, pouvoir aller dans les deux sens, ça justifie à mon sens le choix d'une approche empirique.
Alors, je vais passer très vite, mais la contribution de ce papier est dans deux sections de la littérature. Donc, la première est sur estimer empiriquement les effets des catastrophes naturelles dans les pays en développement. Donc, l'effet sur le secteur réel a été très documenté. Sur le secteur monétaire et financier, alors il y a notamment deux papiers de Klomp en 2019 et de Parker en 2018 qui regardent vraiment les effets sur l'inflation, qui discutent un petit peu des effets du taux de change, mais qui n'ont pas une stratégie empirique qui permet vraiment de regarder de manière un petit peu systématique ce qui se passe. Et donc, ce sera l'une des contributions de ce papier. Et ce papier s'inscrit également dans la littérature sur le mésalignement du taux de change, bien sûr. Donc, j'adopte l'approche comportementale, donc qui est apparue avec Edwards en 89 et développée par beaucoup d'auteurs. Il y a des approches alternatives, mais je ne vais pas prendre le temps de discuter. Là où je suis vraiment ce qui se fait dans la littérature. Là, je n'apporte rien. Là où je vais me différencier un petit peu, c'est que souvent, ce mésalignement du taux de change a été pris comme variable explicative de la croissance, de la diversification des exportations, des conflits civils en Afrique subsaharienne, etc. Moi, ce que je vais essayer de faire dans ce papier, c'est de le prendre comme variable expliquée et donc d'identifier un nouveau déterminant du mésalignement du taux de change dans les pays en développement. Donc pour ce faire, j'ai un échantillon, donc des données de panel avec un échantillon de 110 pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ce sont des données annuelles entre 1960 et 2017. Et donc, alors je vais devoir passer un petit peu de temps sur les données. Il va y avoir différents blocs. Le premier va être les données concernant le mésalignement du taux de change réel. Donc, je vais prendre le taux de change effectif réel. Voilà, à partir de maintenant, je dirais taux de change réel, mais il s'agit bien du taux de change effectif réel, donc de la base de données Bruegel. Et pour les déterminants, donc je vais expliquer un petit peu plus en détail dans la slide suivante, mais pour les déterminants de ce taux de change réel, donc je vais prendre les termes de l'échange des matières premières de Bruce et Kevage, les Net Foreign Assets des WDI, donc des données de la Banque mondiale, pour avoir une proxy d'un indicateur de différentiel de productivité. Donc l'idée est de capturer l'effet Samuelson. Je vais prendre le PIB nominal par habitant et prendre le ratio par rapport au PIB nominal par habitant moyen dans l'OCDE. Et donc ce sont des données également de la Banque mondiale. Donc les dépenses publiques, la consommation publique et l'ouverture commerciale viennent des Penn World Tables. Voilà, et donc, alors je vais passer très rapidement sur cette slide pour garder du temps pour la suite, mais donc voilà, l'idée de montrer un petit peu la construction du mésalignement du taux de change par l'approche comportementale. Donc, dans une première étape, l'idée est de régresser le taux de change réel sur ces déterminants de long terme, qui sont les variables que j'ai citées dans la slide précédente. Et donc, l'idée ensuite est de garder ce coefficient estimé de relation de long terme. Donc, ça se fait avec l'estimateur des Poolming Group. Dans une deuxième étape, donc l'idée est de prendre la composante de tendance de chacun de ces déterminants. Donc, c'est le X avec les deux barres. Donc, pour chacun des déterminants, on va prendre la tendance et le taux de change réel d'équilibre va être obtenu en pondérant cette tendance pour chacun des déterminants par le coefficient de long terme estimé à l'étape précédente. L'idée étant que si tous les déterminants sont à leur niveau de tendance, alors le taux de change réel est à l'équilibre. Et donc, dans une troisième étape, donc le mésalignement du taux de change va être simplement la différence entre le taux de change réel qui est observé et le taux de change réel d'équilibre qui a été construit à l'étape précédente. Donc le deuxième bloc de données, disons, va être la variable explicative, donc les désastres naturels liés au climat. Donc pour ça, je vais prendre trois sources différentes. La première va être une base de données très standard, EMDAT, qui recense des désastres naturels. Alors, je garde seulement ceux liés au climat, donc les inondations, les sécheresses, les températures extrêmes, qu'elles soient élevées ou faibles, donc vagues de chaleur ou vagues de froid, les glissements de terrain, les tempêtes qui comprennent les ouragans et les feux, les feux de forêt. Donc dans cette base de données, on a donc les occurrences, le nombre total de décès et le nombre total de personnes affectées. Je construis également un indicateur d'intensité que je prends de Parker en 2018.
Et alors, sans entrer dans le détail, le problème avec ces données va être qu'elles souffrent d'endogénéité. Et notamment, il y a des erreurs de mesure du fait des critères de sélection, qui vont être le nombre de morts. Est-ce que l'État a déclaré l'état de catastrophe naturelle? Est-ce qu'il a demandé de l'aide à l'international, etc. Et donc, Felbermayer et Greuchl parlent un peu de ces limites en 2014 et montrent que la probabilité qu'un désastre naturel ait une intensité donnée va en fait dépendre du PIB par habitant du pays dans lequel il a lieu, la relation étant positive. Ce qui est problématique particulièrement pour les pays en développement, et donc beaucoup d'auteurs en fait vont garder seulement les occurrences de désastres naturels. Pour remédier à ce problème, donc, ces auteurs-là ont créé une autre base de données, donc Ifogame. Leur idée est d'avoir une mesure physique de l'intensité de ces désastres naturels à partir de données primaires, disons de données météorologiques et géophysiques. Et donc, en utilisant ces données, ils montrent que l'effet négatif sur le PIB va être en fait sous-estimé lorsqu'on utilise les données EMDAT. Maintenant, leur base de données présente également des limites, notamment dans le cadre de mon papier. Donc, ils incluent des désastres naturels géophysiques, donc typiquement des tremblements de terre. Et donc, je ne peux pas utiliser leur indice agrégé pour les désastres naturels liés au climat. Ils essayent également d'identifier des épisodes de sécheresse, mais ils n'utilisent que les précipitations. Or, les sécheresses vont être... la température va également rentrer en jeu. Ça va être la différence entre précipitation et évapotranspiration. Donc voilà, ça c'est une limite, je pense, assez forte de leurs données que je vais essayer de résoudre. Et également, leur couverture temporelle s'arrête en 2010, ce qui n'est pas optimal. Et donc, je vais utiliser une troisième source de données qui va être en fait donc, des données que je vais construire moi-même à partir de données météorologiques. Donc, je vais utiliser les températures et les précipitations donc de la base de l'Université du Delaware, Matsuura et Wilmot, donc qui s'arrête en 2017. Donc, ce sont des données en grille de 0,5 degrés de latitude et de longitude. Donc, ce qui, proche de l'équateur, représente à peu près 55 km. Et donc ensuite que j'agrège au niveau du pays. Et également, donc, je vais utiliser le SPEI, Standardized Precipitation Evapotranspiration Index, qui, à ma connaissance, qui se fait de mieux dans la littérature climatique pour identifier les épisodes de sécheresse. Et donc voilà, qui sont la différence entre précipitation, l'idée étant l'eau qui tombe, et l'évapotranspiration, l'eau qui va monter en fait. Donc c'est vraiment ce différentiel. Et donc ces données en fait sont également mensuelles, disponibles depuis 1900, et ce sont des données de grille 0,5 degrés par 0,5 degrés. Et donc je vais, à partir de ces données, construire des mesures alternatives de désastres naturels. Donc tout d'abord pour les sécheresses. Donc l'idée va être alors dans un pays I, pour un mois donné d'une année, on va avoir un épisode de sécheresse, donc égal à 1. Si l'indice SPEI, alors pardon, l'indice SPEI, bien sûr, lorsqu'il est négatif, cela dénote une sécheresse. Lorsqu'il est positif, c'est un climat humide. Donc, lorsque cet indice pour ce mois est inférieur à sa moyenne de long terme, entre 1900 et 2018, moins une déviation standard, et lorsque c'est le cas pour les 2 mois précédents. Dans ce cas-là, je vais en fait identifier un épisode de sécheresse. Sinon, si ce n'est pas vérifié, alors ce n'est pas un épisode de sécheresse. Et ensuite, les données annuelles vont être simplement, voilà, si un mois de l'année a été identifié comme ayant vécu un épisode de sécheresse, alors cette année aura contenu un épisode de sécheresse. Dans la même idée, pardon. C'est bon. Dans la même idée, je vais essayer d'identifier donc les vagues de chaleur et les vagues de froid en regardant donc la différence de température du mois par rapport à la moyenne de long terme. Donc si cette différence de température va être supérieure à la moyenne des différences de température pour ce mois, plus 2 déviations standards. Dans ce cas-là, on aura une vague de chaleur. Si c'est inférieur à la moyenne, moins 2 déviations standards, ce sera une vague de froid. Sinon, chacune des variables prend 0. Pareil pour les précipitations. Alors, il y aura un épisode de précipitation extrême en positif ou en négatif. Si la déviation des précipitations par rapport à la moyenne pour un mois
va être supérieur à cette moyenne des déviations des précipitations, donc cette moyenne de long terme, plus une déviation standard. Donc l'idée d'ajouter 2 déviations standards pour les températures, une seule pour les précipitations, et en fait pour restreindre le nombre d'événements. C'est évidemment ad hoc, et je pense que dans une version future, je vais devoir mener un peu des tests de sensibilité. L'idée était de ne pas avoir trop d'observations, ni trop peu, tout en n'ayant pas une valeur trop ad hoc. Voilà, et donc le troisième bloc de variables va être les variables de contrôle ou celles qui vont me servir à regarder un petit peu les effets hétérogènes. Donc les données de population viennent des Nations Unies, l'extension territoriale vient de la Banque mondiale. Je vais également prendre les données d'inflation, donc des prix alimentaires qui viennent de Parker en 2018. Les transferts de migrants viennent de la base de données de la Banque mondiale Migration and Remittances Data. Également, donc, je vais prendre les flux de capitaux à partir des données du FMI, donc Balance of Payments and International Investment Position Statistics. Et donc, la définition va être que donc, les net capital flows vont être la différence entre les changements nets d'actifs moins donc de liabilities. Donc l'idée étant qu'une augmentation des capital flows, selon cette définition, correspond à des capital outflows, donc des flux sortants de capitaux. Voilà, gardez en tête pour les résultats. Donc la stratégie empirique ensuite va être vraiment très simple. L'idée d'avoir en variable dépendante le mésalignement du taux de change réel donc dans le pays I pour l'année T, qui va être régressé sur l'occurrence dans ce pays cette même année de catastrophes naturelles liées au climat. Donc l'occurrence ou une variable alternative qui sera indiquée dans les tableaux, en contrôlant par donc la partie cyclique des déterminants de long terme du taux de change et des effets fixes annuels et pays. Et donc, alors, pardon, je vais juste réorganiser un petit peu mon écran parce que j'arrive pas à voir le haut de la table. Voilà. Donc voici les premiers résultats qui montrent donc en première ligne que une occurrence de désastres naturels liés au climat dans les pays en développement va en moyenne mener à une hausse du mésalignement. Alors, quelque chose que je n'ai pas précisé, dans tout le papier, une hausse du taux de change réel correspond à une appréciation, une baisse à une dépréciation ou dévaluation. Et donc, une hausse du mésalignement tend à montrer une surévaluation en fait, du taux de change réel. Donc, une occurrence de désastre naturel va mener à une surévaluation du taux de change réel, donc un mésalignement positif, une occurrence menant à une hausse de 0,015 unités de cet indicateur de mésalignement. Donc en colonne 2, je ne prends plus les occurrences, mais je prends à la place donc la mesure d'intensité des désastres naturels. Et je trouve également un effet positif sur le mésalignement, c'est-à-dire une tendance à surévaluation du taux de change réel en suivant ces épisodes. Les colonnes 3 et 4, donc ont pour idée en fait, les variables de contrôle, donc qui sont la tendance cyclique, la composante cyclique des déterminants de long terme du taux de change ne vont pas en fait affecter les résultats. Et on trouve des coefficients extrêmement proches. Donc ce n'est pas un problème voilà, d'ajouter ces variables de contrôle. Alors, donc ça c'était en utilisant les données EMDAT, avec toutes les limitations que j'ai décrites précédemment. Donc l'idée ensuite est de prendre des variables, des indicateurs de désastres naturels établis à partir de variables climatiques. Donc dans les deux premières colonnes de cette table, je prends les données de la base IFOGAME. Donc la première va être donc la vitesse du vent qui vise en fait à capturer les ouragans. Et donc on trouve un effet de ces événements sur le mésalignement du taux de change réel, avec un coefficient donc significatif, mais qui est cependant très faible, 15 fois inférieur au coefficient précédent. En revanche, lorsqu'on prend leur indicateur de sécheresse, on a un coefficient beaucoup plus élevé, presque 10 fois plus élevé, et très significatif, et donc qui montre également une tendance à la surévaluation du taux de change réel.
Cet indicateur de sécheresse, cependant, voilà, est construit seulement à partir des données de précipitation, donc avec de très hauts problèmes. Lorsque l'on construit cet indicateur à partir des données d'évapotranspiration, et ben en fait, je trouve toujours un effet positif et significatif donc des sécheresses sur le mésalignement du taux de change. Le coefficient est inférieur, mais il reste proche du double du coefficient en utilisant les données EMDAT. Donc, ce qui va un petit peu dans le sens de Felbermayr et Gröschel, qui montre que les effets en fait, sont sous-estimés lorsqu'on utilise les données EMDAT. Et donc, alors sans entrer dans le détail, je prends l'indicateur de 3 mois du SPI. Pardon, je prends l'indicateur 6 mois du SPI, donc qui regarde ce déficit de précipitation et évapotranspiration sur une période de 6 mois. En test de robustesse, je prends également les indicateurs 3 mois et 12 mois et les effets restent très, très proches et significatifs et dans le même sens. En utilisant donc les données de température et précipitation, alors je ne trouve pas d'effet pour les vagues de chaleur, un effet négatif, mais seulement significatif au seuil de 10%. Pas d'effet concernant des variations de précipitation négatives. En revanche, les vagues de froid ont un effet encore de surévaluer le taux de change réel, et avec un effet relativement important, plus de 2 fois plus que l'effet à partir des données EMDAT. Donc la table suivante, qui est en annexe du papier, c'est juste pour prendre d'autres indicateurs donc de précipitation, de température avec IFOGAME, où là encore je ne trouve pas d'effet. Pour les variables donc, de contrôle SPI, les tests de robustesse, donc l'effet est toujours positif et très significatif, et donc des températures extrêmes en positif n'ont également pas d'effet sur le mésalignement. Donc ensuite, après ces effets, disons, agrégés en utilisant MDAT et un peu décomposés à partir des bases IFOGAME et des indicateurs que je construis, j'essaye de regarder dans une deuxième partie les hétérogénéités de ces effets. Donc, est-ce que cet effet est dû à ce qui va se passer dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire? Et donc, pour ça, en fait, donc chaque année, les pays à faible revenu vont être ceux qui ont un revenu par habitant sous le 33e centile, donc le tiers des pays les plus pauvres pour cette année. Et les 2 tiers supérieurs vont être les pays à revenus intermédiaires. Et donc on voit que l'effet positif sur le mésalignement donc des catastrophes naturelles va avoir lieu en fait dans les pays à revenus intermédiaires. Également, lorsqu'on regarde les pays qui ont peu de désastres naturels et ceux qui en ont beaucoup, donc en dessous de la médiane ou au-dessus, on voit que l'effet apparaît surtout dans les pays qui sont au-dessus de la médiane. Lorsqu'on regarde l'extension territoriale des pays, donc là j'utilise en fait des termes d'interaction. Donc on voit pour les pays larges, donc à forte extension, qui sont en fait au-dessus de la médiane. Donc on observe cet effet positif des désastres naturels sur le mésalignement du taux de change, mais lorsqu'on interagit avec cette indicatrice des pays larges, on n'a en fait pas d'effet additionnel, ni en plus ni en moins. En revanche, lorsqu'on interagit avec les pays les plus petits, donc là, c'est les pays dont l'extension territoriale est en dessous du 25e centile, donc le quart des pays les moins grands, on a en fait un effet positif additionnel. L'effet est supérieur dans ces pays. Et avec donc les petits États insulaires en développement, qui reprend la liste de l'ONU pour les pays qui ont un revenu faible ou intermédiaire, là on voit également une interaction positive, donc cet effet est plus grand dans ces pays. Donc, je pense qu'en fait, toutes ces régressions pointent vraiment directement vers ces pays, qui ont tendance à être des pays plutôt à revenus intermédiaires, plutôt que faibles revenus, à quelques exceptions près, des pays qui souffrent de beaucoup de désastres naturels et qui ont une extension territoriale très faible, typiquement les États insulaires du Pacifique ou de la Caraïbe, mais pas seulement. Donc, ensuite, j'essaye de regarder un petit peu les aspects dynamiques. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la stratégie empirique, mais c'est vraiment très standard. J'utilise les projections locales à la Jorda. Et donc, l'idée est de voir la propagation dans le temps de cet effet sur le mésalignement. Donc, à date,
T0, lorsque le désastre naturel a lieu, on voit ce mésalignement du taux de change, donc cette surévaluation du taux de change réel, qui va en fait durer une année supplémentaire. L'année suivante, il est toujours observable. En revanche, 2 ans plus tard, cet effet a totalement disparu, devient non significatif. Donc c'est un effet temporaire, mais qui peut avoir en fait des effets un petit peu plus durables via l'impact sur le secteur exportateur, notamment. La surévaluation du taux de change décourageant les exportations et donc pouvant retarder un petit peu la reprise de l'économie suite à ce désastre, pouvant impacter en fait négativement sa compétitivité. Et donc ensuite, dans une dernière partie du papier, excusez-moi, pardon, dans une dernière partie, j'essaye de regarder un petit peu les mécanismes de transmission. Donc l'un des premiers mécanismes que j'avais en tête était de voir un effet via l'inflation. Ces catastrophes naturelles augmentent l'inflation, ça a été identifié dans la littérature, et donc vont mener à une surévaluation du taux de change réel. Alors, dans la première colonne, c'est de regarder la relation entre occurrence d'une catastrophe naturelle et inflation alimentaire. Or, je ne trouve pas d'effet. C'est en fait le résultat trouvé par Parker en 2018. Et donc, en construisant donc, dans la deuxième colonne la variable d'intensité, je trouve le même résultat que lui, qui est que les catastrophes naturelles ayant une forte intensité, ce sont elles qui vont mener à une inflation des prix alimentaires. En revanche, lorsque je regarde le lien entre inflation alimentaire et mésalignement du taux de change, j'obtiens une relation négative et non pas une relation positive. C'est typiquement un problème de causalité inverse, qui est que lorsque l'inflation va être très élevée, le mésalignement va être lui aussi très élevé, la devise va être surévaluée, et donc il peut y avoir une dévaluation à ce moment-là. Et donc c'est le signe négatif observé. Donc ça, c'est un mécanisme de transmission qui, a priori, est à l'œuvre, mais qu'en fait, je ne peux pas tester empiriquement au-delà de ça, puisque ça supposerait en fait une stratégie empirique complète pour tester ce lien entre inflation alimentaire et mésalignement du taux de change. L'un des deuxièmes canaux que là j'arrive à identifier un petit peu plus précisément va être les envois de fonds des travailleurs migrants. Donc lorsqu'on a, ça va être la colonne 4, lorsqu'on a donc une catastrophe naturelle liée au climat, on observe une augmentation de ces transferts de fonds de migrants. Et lorsque ces transferts de fonds augmentent, ça va augmenter le mésalignement du taux de change réel. Un afflux de devises va avoir tendance à surévaluer la monnaie locale. Et donc en colonne 6, lorsque je regarde la relation entre désastres naturels et mésalignement du taux de change en contrôlant par ces flux de travailleurs migrants, eh bien en fait, l'effet des catastrophes naturelles reste positif et l'effet des remittances reste également positif. Donc ce qui montre que ces flux de travailleurs migrants représentent un mécanisme de transmission, mais n'expliquent pas à eux seuls tout l'effet des désastres naturels sur le mésalignement du taux de change. Et donc, un dernier test concerne les flux de capitaux. Donc là, encore une fois, un flux net de capital qui augmente dénote des flux de capitaux sortants. Donc, lorsqu'on a une occurrence de désastre naturel lié au climat, on observe donc une diminution des flux nets de capitaux, c'est-à-dire donc une diminution des outflows, c'est-à-dire des capital inflows, des entrées nettes de capitaux. Et donc cette relation entre flux net de capitaux et mésalignement du taux est négative, ce qui montre que des flux entrants de capitaux vont mener à un mésalignement du taux de change, pendant une surévaluation du taux de change réel. Et donc lorsque dans la colonne 9, lorsque je regarde l'effet des catastrophes naturelles sur le mésalignement en contrôlant par ces flux de capitaux, et bien en fait on observe que les flux de capitaux ont un signe négatif, et donc c'est significatif, et par contre l'effet des catastrophes naturelles a lui disparu. Ce qui montre en fait que l'effet des catastrophes naturelles sur le mésalignement du taux de change va être via ces flux financiers. Ça va être
un des mécanismes, le mécanisme de transmission principal que j'arrive à identifier. Et donc, une dernière slide, juste pour conclure, résumer un petit peu ces résultats. Donc, les catastrophes naturelles liées au climat tendent à surévaluer la monnaie des pays en développement. Concrètement, une occurrence va mener à une hausse du mésalignement du taux de change de 0,015 unités. Et donc, cet effet tend à être, donc l'effet calculé tend à être supérieur lorsque l'on utilise des mesures de catastrophes naturelles qui sont basées sur des données climatiques plutôt que les données EMDAT. Donc, ça va dans le sens un peu de la littérature concernant l'effet sur la croissance. Cet effet est expliqué principalement par les pays à revenus intermédiaires, les pays de petite taille et plus précisément donc les petits États insulaires. Et donc, les flux de travailleurs migrants et les flux financiers entrants, en fait, servent de mécanisme de transmission à l'effet que j'ai montré en slide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thibaut, pour cette présentation. Nous avons prévu une discussion donc, de cet article par Samuel Guérino. Mais avant de lui passer la parole, je vous rappelle qu'il est tout à fait possible de poser des questions par le biais du chat. Nous aurons quelques minutes de questions donc après la discussion par Samuel, à qui je donne la parole. Merci, vous m'entendez? On t'entend très bien. Je commence par dire pourquoi ce papier m'a particulièrement intéressé. Premier élément, c'est que ça s'intéresse au rôle de la politique de change qui est quand même relativement un peu sous-estimé dans les travaux de recherche sur les dernières années. On a beaucoup de travaux sur les trajectoires de dette ou sur les difficultés d'efficacité de la politique monétaire. La politique de change est quand même en général moins étudiée. Un deuxième facteur d'intérêt vraiment important, c'est que d'une manière assez cohérente avec la littérature maintenant macroéconomique, il y a un effort pour relier des politiques macroéconomiques à des facteurs physiques, à des questions environnementales au sens large, mais pour interagir ces deux sphères dans une logique de durabilité. Et je pense qu'il y a aussi une valeur ajoutée importante sur la mesure des catastrophes naturelles. Thibaut l'a présenté, moi je ne reviendrai pas beaucoup dessus, ce n'est pas trop ma spécialité, donc je laisserai le champ sur ces questions-là aux autres intervenants, notamment peut-être Michael Goujon qui a pas mal travaillé sur ces questions d'indicateurs. Alors, oui, si tu peux passer à la deuxième. Ouais, merci. Alors, j'ai quelques questions un petit peu mineures, un peu de précision, clarification, disons. Et puis, en fait, une question majeure sur les mécanismes et les canaux de transmission. Donc, le choix est fait d'utiliser la méthode behaviorale, donc qui s'appuie sur les niveaux observés des variables. Hein, c'est vraiment c'est une comparaison au niveau moyen des variables. Thibaut l'a expliqué tout à l'heure. Je pense que c'est quand même utile pour la version finale du papier de présenter un peu plus les méthodes alternatives parce que ça permet de comprendre quels sont les avantages et inconvénients de cette méthode pour traiter la question qui est traitée dans le papier. Il y a un argument qui est donné à un moment sur le fait que pour les pays faibles revenus, cette méthode-là est plus adaptée. Je pense que je suis plutôt d'accord, mais je pense que ça mérite d'être un peu plus, disons, justifié. Puis peut-être même sans les présenter en longueur, d'indiquer qu'il y a aussi d'autres méthodes ou des variantes, disons, de ces méthodes-là pour avoir un peu, pour balayer un petit peu le champ de ces méthodes qui est effectivement très large et qui est d'autant plus large qu'en fait, ce qu'on cherche à mesurer n'est pas exactement la même chose selon les méthodes. Donc on a le même terme mésalignement, mais en fait on n'est pas forcément, exactement la même chose derrière ce terme de mésalignement. C'est pour ça que je pense que cette discussion est vraiment importante.
pour contextualiser dans le cas du papier. C'est-à-dire que là, on va analyser l'effet des chocs. Et il me semble que ça, c'est vraiment important de dire, voilà, cette méthode-là, quand on mesure le taux de change, le mésalignement avec cette méthode-là, comment est-ce que les chocs vont impacter ce mésalignement? Donc, tu peux passer à la suivante. Oui, au passage, il me semble que dans le premier paragraphe, juste pour ne pas oublier, il doit y avoir une inversion. Le premier paragraphe de présentation de la méthode parle de behavioral, alors qu'il me semble que ce qui est expliqué, c'est plutôt la théorie des fondamentaux. Donc, à mon avis, c'est juste une coquille, mais ça vaut le coup de vérifier. Donc, j'en arrive à ma question un peu de fond principal. C'est qu'on s'intéresse donc à l'effet des catastrophes naturelles liées au climat sur le mésalignement, mais directement sur le mésalignement et sans se positionner sur qu'est-ce qu'on pense que ça va faire. Est-ce que c'est plutôt un schéma où ça vient modifier le taux de change réel d'équilibre, par un choc négatif? S'il est durable, on déprécie le taux de change réel d'équilibre et le taux de change réel observé ne s'ajuste pas. Et c'est plutôt comme ça que je l'ai compris, d'après la méthode et d'après les explications de Thibaut, en fait, les chocs, le taux de change réel, on interprète les chocs comme plutôt des chocs temporaires. Donc le taux de change réel d'équilibre n'a pas vraiment de raison d'être modifié. Mais il y a quand même des effets macroéconomiques temporaires, donc il y a le taux de change réel observé qui dévie. Il me semble que le behavioral est plutôt dans cette optique disons de court terme, donc, mais il me semble que ça mérite d'être précisé parce que ce n'est pas exactement la même chose en termes de politique économique derrière. Si on pense que le mésalignement est lié à une modification structurelle du taux de change réel d'équilibre, ou si c'est juste une question de retour à la moyenne, enfin retour à la valeur d'équilibre. Et il me semble que la décomposition que permet le behavioral, là, qui est dans l'équation 4, ça pourrait être le support d'une explication sur quoi, dans cette équation 4, sur quels éléments quels éléments vont affecter les chocs. Donc, la réponse la plus simple, c'est si c'est vraiment du court terme, ce serait que sur le premier terme, sur le taux de change réel observé. Voilà, ça c'est vraiment mon point principal. Je pense que quelles hypothèses on fait, qu'est-ce qu'on a en tête sur est-ce que ça va être du côté du est-ce que c'est un choc structurel ou est-ce que c'est un effet temporaire? Et parce que c'est là où ça se raccroche. Je pense que c'est utile de raccrocher à une énorme littérature qu'il y a eu dans les années 70, dans les années 80 sur le caractère temporaire ou permanent des chocs. Je pense qu'il y a vraiment besoin de se positionner par rapport à ça pour comprendre. Et pour moi, ça amène à une autre question, c'est vous concentrer sur les chocs liés au climat. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Est-ce que c'est parce que justement, ils sont plus qu'un choc temporaire, qui vont se répéter et donc qui vont induire une tendance? À mon avis, il y a une argumentation à développer. Tu peux passer au suivant, Fabien. Donc ça, c'est plutôt des questions un peu plus de détails. On a un tableau dans le papier qui donne les mésalignements dans une première étape. Donc, il y a besoin de préciser vraiment à ce moment-là l'échantillon et les sources de variables, parce qu'elles ont été présentées de manière générale, mais on ne sait pas à ce moment-là si c'est exactement le même échantillon. Bon, Thibaut l'a fait dans sa présentation, mais dans le papier, c'est pas dans cet ordre-là. Un autre point un petit peu ponctuel, c'est à un moment, pour les données d'inflation, on parle de données trimestrielles, donc, alors qu'il me semblait que toute la base était annuelle, je voulais être sûr d'avoir bien compris. Après, ça vaut le coup peut-être de mentionner aussi les analyses, les mesures il y a des données sur les coûts économiques. Alors, c'est extrêmement fragile, il y a plein de défauts à ces données, mais
Comme voilà, c'est un travail qui a été fait notamment pour le coût des éruptions volcaniques par Michael Boujon et ses co-auteurs, peut-être que ça vaut le coup de comparer les mesures directes et les mesures indirectes. Et puis un dernier point, c'est que, si je comprends bien, quand vous comparez toutes les mesures de choc, ce sont des occurrences, donc c'est des variables binaires, donc on peut directement comparer les coefficients. Mais par contre, quand vous comparez dans la base de données MDAT les occurrences et l'intensité, comme l'échelle n'est pas la même, je ne pense pas qu'on puisse directement comparer les coefficients, et donc ce serait utile de présenter des statistiques descriptives de cette variable d'intensité. Dernière diapo, Fabienne, s'il te plaît. Ouais, merci. Bon, là, en fait, c'est la discussion sur les canaux de transmission, mais je vais passer vite parce qu'en fait, ça revient vraiment à la question du départ. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pense que les chocs vont affecter. Et, parce que, voilà, est-ce que c'est juste, on a un effet récessif, un effet de rationnement qui augmente les prix, et on attend que, enfin, donc ça va être temporaire le temps que ça revienne à l'équilibre. Ça, c'est l'explication un peu intuitive qu'on peut avoir sur l'inflation, et parce que sur les deux autres, si ces transferts des migrants ou ces entrées de capitaux, leur effet sur le taux de change, sur le mésalignement, dépend crucialement de est-ce que c'est un effet permanent ou transitoire. Donc voilà, je pense que ça c'est vraiment pour faciliter la compréhension des résultats par la suite. Je pense qu'il y a besoin de se positionner assez tôt. Je pense que ça viendra assez bien dans la section 2 sur la revue de littérature, sur les mécanismes attendus et à vraiment les mettre en regard avec est-ce que les chocs ont un effet permanent ou temporaire. Voilà, ce sera tout. Merci encore. Ça a stimulé plein de questions et c'est passionnant pour moi. Merci beaucoup, Samuel. Je vais laisser Thibaut peut-être répondre à toutes ces questions. Et j'ajoute simplement une ou deux questions qui sont apparues dans le chat. Une question d'Alphonse Noah sur quelle est l'explication sur l'absence de significativité des pays à faible revenu. C'est assez surprenant car ce sont des pays les plus affectés par des catastrophes naturelles. Et une question qui est un petit peu plus policy sur quelles sont les solutions au désalignement de taux de change des pays en voie de développement afin qu'ils puissent mieux répondre aux catastrophes naturelles auxquelles ils sont confrontés de manière croissante. Thibaut, je te passe la parole. D'accord, merci beaucoup Luc, merci beaucoup Samuel pour tous vos commentaires. Voilà, que je prendrai en compte pour la prochaine version du papier, voilà, notamment sur justifier le choix de l'approche comportementale. L'idée étant vraiment qu'en raison des données disponibles, notamment pour les pays en développement, c'est en fait de manière pragmatique la plus simple à mettre en place, ou celle reposant sur les hypothèses les moins fortes. D'autres approches supposent par exemple d'avoir une cible de déficit du compte courant soutenable, en fait, donc qui va dépendre de chaque pays, qui est un petit peu dur de systématiser. Mais donc ce sera une partie à développer dans le papier, évidemment. Merci beaucoup pour ce commentaire. Donc sur le point fondamental, effectivement, c'est le deuxième effet que j'avais en tête. Donc l'idée n'est pas que ces chocs ponctuels vont affecter le taux de change d'équilibre, mais vont bien affecter le mésalignement à un moment donné, donc en fait vont affecter le niveau du taux de change réel. Mais effectivement, je dois approfondir un peu la réflexion. Je ne connais pas très bien cette littérature que vous mentionniez des années 70-80 sur caractère temporaire permanent des chocs. En réfléchissant très rapidement un petit peu à haute, voilà, ça pourrait être en fait différent selon les pays, entre ceux qui sont impactés très fréquemment par ces chocs ou pas.
Donc c'est un point que je devrais garder en tête pour les réflexions futures. Merci beaucoup de l'avoir pointé. Pourquoi les chocs liés au climat? L'idée était vraiment de rattacher cette littérature ce papier à la littérature sur le changement climatique, pas directement, mais via les catastrophes naturelles liées au climat. Un autre argument était que beaucoup de papiers, notamment en 2019, utilisent les données de séisme spécifiquement pour les catastrophes naturelles, puisque c'est très simple d'avoir une mesure physique. On prend juste la magnitude sur l'échelle de Richter et on a une mesure extrêmement simple à avoir et à construire. Donc l'idée était vraiment de faire un effort sur les catastrophes naturelles liées au climat à partir des données météorologiques. Est-ce que je m'attendrais à avoir des effets différents? C'est vrai que ça pourrait faire partie de la discussion du papier. Concernant les données d'inflation, donc effectivement les données sources sont trimestrielles, mais en fait je les annualise ensuite, donc toutes mes excuses pour la confusion et je reprendrai dans le papier. Et concernant alors le coût économique des variables, donc je connaissais pas ce papier de Goujon et co-auteur pour les éruptions. Je pense également que ces coûts économiques sont un peu plus simples à établir après un séisme, par exemple. On en entend beaucoup plus parler dans la presse, dans les médias. Les données EMDAT, en fait, ont une mesure de ces coûts économiques. Ce qu'il y a, c'est que c'est extrêmement mal reporté pour les pays à faible revenu et les pays en développement. Je crois qu'en fait, il se base sur des données des assureurs. Et une énorme partie du capital de ces pays étant dans le secteur informel, il n'est pas assurable, il n'est pas assuré, et donc s'il est détruit, ça n'apparaît pas dans les chiffres donnés par les assureurs. Et donc c'est pour ça que, en fait, les coûts des catastrophes naturelles mesurés par EMDAT sont ridiculement bas dans les pays à faible revenu et très élevés dans les pays développés. Mais c'est le biais montré par Felbermayr et Koch. Donc moi, à ce stade, je n'ai pas vraiment de solution à ce problème, mais dans l'idée, c'est effectivement ce qu'on voudrait capturer, le coût économique de ces catastrophes naturelles. Et donc, d'accord, enfin tout à fait, j'ajouterai la discussion des mécanismes dans la section 2. Encore une fois, merci beaucoup pour tous vos commentaires qui seront vraiment très très utiles pour la révision du papier. Concernant donc les questions que tu m'as indiquées, Luc, pourquoi pas de signe sur les pays à faible revenu? Donc, dans la suite de la question, il y avait le fait que ces pays sont ceux qui sont le plus atteints par les catastrophes naturelles. Alors, encore une fois, je resterai en catastrophes naturelles liées au climat, ce qui peut-être biaiser un petit peu cette vue-là. Ça peut être vrai pour les éruptions volcaniques, les tremblements de terre. Maintenant, les catastrophes naturelles liées au climat, beaucoup d'entre elles vont être les ouragans notamment, qui vont affecter les États donc pacifiques et les États de la Caraïbe, qui sont en fait majoritairement des États à revenus intermédiaires et pas à faible revenu. Également pour les sécheresses, lorsqu'on regarde vraiment les données sources, la région du monde où les sécheresses augmentent vraiment le plus et de manière significative, ça va être la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Et donc, ce sont principalement des pays à revenus intermédiaires. Donc, en fait, c'est pas forcément vérifié que ce sont les pays à faible revenu spécifiquement qui ont qui souffrent le plus grand nombre de catastrophes naturelles. Est-ce qu'il y a d'autres explications, régime de change, voilà, les pays d'Afrique du Nord, on parle beaucoup de leur secteur alimentaire et de leurs dépenses aux importations, etc. Est-ce que ça va jouer? J'ai pas vraiment réfléchi à la question, j'ai pas de réponse, mais ça peut être un point d'attention. Et donc la deuxième question, quelle solution par rapport au désalignement du taux de change suite à ces catastrophes naturelles? Donc ça, ce serait une section un peu plus policy que je n'ai pas encore intégrée au papier. Je pense que ce que montrent les canaux de transmission, particulièrement sur les flux de transfert de migrants et les flux de capitaux entrants, qui j'ai pas testé, mais qui pourraient être en fait de l'aide.
ça montre l'intérêt de bien gérer ces ressources qui arrivent en fait suite à une catastrophe, dans le sens où si elles sont trop abondantes, donc permettent de faire face au choc, mais en fait vont empêcher une bonne reprise, notamment du secteur exploitateur. Et donc, en fait, ça montre un trade-off qu'il y a entre cette aide pour la reconstruction, cet effet diaspora, etc., et des effets de plus long terme qui peuvent être négatifs. Comment précisément gérer ça, je n'ai pas de réponse, mais je pense que ça identifie, en fait, les résultats des canaux de transmission identifient ce point d'attention pour les pays en développement. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, c'est très intéressant. Samuel a au départ fait un peu une critique en disant que vous n'aviez pas suffisamment précisé la méthode, la conception du taux de change effectif réel. Moi, ça ne m'a pas vraiment gênée parce que vous prenez une interprétation très habituelle, donc j'étais en domaine connu. Mais ce qui m'a par contre gêné, c'est que vous ne disiez pas du tout comment a été calculé ce taux de change effectif réel. Et dans les sources, vous mettez Darvas 2012. Alors, votre lecteur s'étonne parce que je crois que votre période est supérieure et postérieure à 2012. Donc, et c'est très important parce que la littérature a quand même montré que selon les partenaires que vous mettiez pour le calcul du taux de change effectif réel, l'évolution du taux de change effectif réel peut être très différente. Et donc, chaque fois qu'on utilise un taux de change effectif réel, il est quand même prudent de choisir les partenaires en fonction du sujet qu'on étudie. Voilà. Donc, ça, c'est un premier problème. Et cette remarque m'est venue parce que quand vous introduisez les facteurs de détermination du taux de change réel, d'équilibre, eh bien, on s'aperçoit que les termes de l'échange ne sont pas significatifs. Alors, ça pose un problème parce que, en général, c'est un facteur important de détermination du taux de change effectif réel, les termes de l'échange. Alors, peut-être ça tient à votre échantillon, je ne sais pas, mais je pense que ça demande une discussion. Alors, j'avais une deuxième remarque beaucoup moins importante, mais peut-être que vous y avez répondu dans votre papier. C'est intéressant de montrer que vos conclusions sont plus importantes pour certains types de pays que pour d'autres, et notamment les petits pays et les pays, les petites îles, les pays, enfin les îles, mais c'est peut-être les petites îles, puisqu'elles sont les petites îles, sont à la fois îles et petits. Alors, je ne sais pas si vous donnez une explication, mais on en a une à l'esprit, c'est évidemment que ce sont des pays où l'ouverture extérieure est plus importante, parce que plus on est petit, plus on est ouvert sur l'extérieur, et les îles aussi sont particulièrement ouvertes sur l'extérieur. Donc peut-être c'était intéressant de faire cette réflexion entre l'ouverture et l'effet des désastres naturels sur le taux de change effectif réel. Enfin, en ce qui concerne les canaux de transmission, c'est une analyse intéressante, mais je n'ai pas bien compris pour que finalement, votre conclusion, j'ai dû comprendre que le point le plus important, le canal de transmission le plus important, c'était l'inflation. Et vous avez mis l'inflation alimentaire, mais pas l'inflation. Alors, on se demande un petit peu pourquoi. Parce qu'au fait, les désastres naturels peuvent avoir un effet inflationniste autre que les biens alimentaires. Voilà. Alors enfin, la dernière question évidemment qu'on se pose, c'est quelle est la portée politique de tout ça? Et ça, c'est un sujet que vous n'abordez pas. Et je pense que c'est un peu lié à la question, à la critique enfin, qu'a fait Samuel, qui consiste à dire on a une appréciation du taux de change réel, mais est-ce que c'est dû au fait que le taux de change réel d'équilibre s'apprécie ou bien est-ce que c'est dû à un misalignement? Et évidemment, les conséquences politiques ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, comme c'est une question, j'ai l'impression que vous ne traitez pas, ça vous est difficile d'aborder l'aspect conséquences de politique, mais c'est quand même très important parce que
a priori, on se dit, bon, les désastres naturels ont un effet sur le taux de change effectif réel. Mais bon, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave, hein? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que vraiment ça pose une question de politique économique? Et là, on reste un peu sur sa fin, disons. Mais je pense que c'est la suite du papier, ça. Merci. Thibaut, tu veux commenter? Dans la ligne juste de remarques, je vois que le temps passe, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant dans le papier, c'est d'en poser une question qui n'avait pas été étudiée. Mais effectivement, j'embraye sur la remarque de Sylvain, quelle est la portée politique? Évidemment, des désastres naturels, c'est embêtant. Ça a des conséquences économiques. Alors, il peut y avoir un effet sur le taux de change réel, comment il se situe par rapport aux autres effets. J'avais deux remarques. L'une sur la mesure des chocs. Vous avez, mais peut-être j'ai mal saisi, hein, je n'ai pas vu le papier. Vous avez traité des chocs de température, des chocs pluviométriques. Dans la conversation tout de suite, vous avez évoqué les ouragans, les cyclones. Dans la grosse base de données que nous avons à la Verdi, avec un indicateur de vulnérabilité au changement climatique qui a été repris d'ailleurs dans les documents de la Banque de France, on l'a étendu progressivement et on y a inclus les cyclones qui sont extrêmement importants dans la vulnérabilité au changement climatique. Alors ces cyclones concernent surtout les petits états insulaires, mais pas seulement. Et là, j'ai l'impression que cette dimension n'a pas été prise en compte. Et c'est dommage parce que c'est un domaine sur lequel on a collaboré avec la Banque de France. Il n'y a aucune référence à cette source de données. Je trouve que si on a un partenariat, il faudrait qu'il y ait un échange plus fort avec ce qui est fait des deux côtés. Hein. Bon, je le remarque comme ça, mais je pense que ça pose un petit problème. Deuxièmement, vous avez prononcé un mot dans votre commentaire sur le régime de change. Ah oui, mais pourquoi il n'y a pas d'effet dans les pays à faible revenu? Est-ce que ça ne serait pas simplement parce que les pays à faible revenu de votre échantillon sont tout simplement des pays à régime de change fixe, hein? C'est quand même important pour voir l'impact sur le taux de change réel et sur le mésalignement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Thibaut. Peut-être. Oui. Non, Thibaut, excuse-moi, j'avais juste une remarque un peu dans le prolongement. Donc, quand tu identifies comme principal canal de transmission les flux de capitaux de la diaspora sous forme de remittances ou probablement de l'aide, je me demande s'il ne faudrait pas regarder une mesure alternative de l'intensité des chocs, parce que si c'est ça le facteur de transmission, le canal de transmission principal, alors ce n'est pas tellement l'intensité du choc, mais c'est la manière dont ce choc est perçu à l'extérieur par la diaspora et par les donneurs d'aide. Et ça peut être assez différent de l'intensité du choc lui-même, parce qu'il y a des catastrophes naturelles qui, pour des raisons diverses géopolitiques, sont quand même très ignorées par les bailleurs de fonds. Il n'y a peut-être pas de diaspora non plus à l'extérieur, etc. Donc, ça pourrait être intéressant de regarder si on peut mesurer, alors je ne sais pas comment, mais la perception de l'intensité plus que l'intensité elle-même. Thibaut, je te laisse peut-être répondre à toutes ces remarques. Ouais. Très rapidement, puisque l'heure tourne, et pour laisser peut-être la parole au prochain présentateur. Oui, sur la perception, c'est une idée intéressante. Je pense que la data science pourrait permettre de faire cet indicateur, mais dans le cadre de ce papier, ça me semble très ambitieux, mais ça pourrait être une piste intéressante, effectivement, étant donné que c'est cet effet qui est identifié. Effectivement, donc pour tout ce qui est du calcul du TCER, je ne l'ai pas du tout discuté vu que je prends la base Bruegel. Donc le papier cité est d'Arvas 2012, mais cette base est mise à jour presque en continu et donc elle est disponible pour jusqu'en 2022 pour les mois précédents. Pourquoi inflation alimentaire? Donc c'est l'un des mécanismes que j'avais en tête, que ça va
donc ces désastres vont affecter dans une grande partie le secteur agricole. Effectivement, ça pourrait être l'inflation plus largement. Et donc, c'est une régulation que je dois ajouter au papier, tout à fait. Et donc, encore une fois, merci de pointer vers cet effet équilibre ou taux de change réel observé. Donc, je prendrai vraiment en compte cette remarque pour la prochaine version du papier. Concernant un cyclone, j'utilise donc la base IFOGame où ils ont une variable pour les cyclones qu'ils appellent en fait wind speed. Alors, il y a un effet qui est assez significatif mais économiquement assez faible. C'est peut-être dû au fait qu'ils ne prennent pas en compte que les cyclones mais qu'ils élargissent davantage. Et effectivement, je vais regarder donc les données Ferdi. Je n'avais pas en tête s'il y avait de la variation dans le temps en fait ou si c'était un indicateur par pays mais qui ne variait pas. Donc je vais regarder de nouveau. Et concernant les pays à faible revenu, donc effectivement beaucoup ont un régime de change fixe. Je ne sais pas si c'est une explication ou pas. Il y avait en fait un seul autre papier qui prenait le mésalignement du taux de change en variable dépendante et donc qui regardait en variable explicative en fait le régime de change. Est-ce qu'un régime de change va favoriser ou pas des mésalignements de taux de change et l'auteur ne trouvait pas d'effet en fait vraiment stable. Mais effectivement, ça peut être un point à creuser une piste de réflexion. Merci beaucoup. Je ne prends pas plus de temps pour laisser la parole au prochain. Merci. Très intéressant. J'étais un peu agressif, mais c'est très intéressant. D'autres questions là? On va peut-être, le temps tourne assez vite et nous avons un deuxième papier en fait à présenter. Est-ce que peut-être on peut passer au papier de Joël Carriol et Florian Léon, comment l'accès à Internet a aidé les entreprises à faire face à la crise Covid. Et juste avant de leur passer la parole, un grand merci à Thibaut pour cette présentation et sur un sujet qui malheureusement est un sujet d'avenir. Je passe la parole à Florian. Merci Luc, bonjour à toutes et à tous. Je vais tout de suite partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit très bien. Très bien, donc je vais essayer de faire une présentation assez succincte pour ne pas prendre trop de temps. Donc c'est un papier joint avec Joël Carriol de la Ferdi. Où on cherche à comprendre comment Internet a aidé les entreprises à faire face à la crise de la Covid. Pourquoi je ne me permets pas? Donc, je ne reviens pas sur le fait que la Covid est un choc sans précédent qui a affecté aussi bien le côté offre, le côté demande et qu'il y a même des effets à long terme sur l'incertitude sur lesquels les entreprises font face. Mais la question qui se pose, c'est la question aussi des impacts hétérogènes qui sont aussi bien au niveau entre pays. Certains pays ont été plus impactés que d'autres et également entre entreprises d'un bon pays, et c'est ce qui va nous intéresser un peu plus dans ce papier-là, que ce soit par secteur, que ce soit par les caractéristiques individuelles de chaque entreprise et par la capacité des entreprises à faire face au choc, ce qui est lié à leurs caractéristiques. Et la question qu'on se pose dans ce papier, est la suivante, est de comprendre le rôle d'Internet et des technologies digitales dans cette crise, sachant que ces outils numériques ont été des outils qui ont été souvent mis en avant pour faire face au choc de la Covid, aux mesures de distanciation, qu'il s'agisse des ventes à distance, du travail à distance ou d'autres technologies. Et ça a permis de créer une sorte de maintenir un lien digital, que ce soit entre les individus, entre les entreprises, avec les administrations. Donc, la question fondamentale derrière ce papier de recherche, qui est en fait à la suite d'un rapport, mais bien amélioré, qui était un rapport sur la fracture numérique, c'est en fait le risque d'une divergence entre les pays et entre les entreprises au niveau en raison d'un accès différencié à Internet qui a pu induire des réponses différentes à la Covid. Donc, on identifie, pour faire simple, deux niveaux de fracture numérique. Il y a un niveau qui est plus en lien avec la connectivité,
ou est-ce que j'ai accès, est-ce que dans la région où je me situe, est-ce que j'ai accès à Internet ou pas, sans savoir si je l'utilise. Et nous, ce qui va nous intéresser davantage dans ce papier-là, ça va être plutôt le deuxième aspect, qui va être tout un aspect capacité à utiliser les outils numériques, et ça va être un aspect au niveau de l'entreprise, avec l'idée que la connectivité est importante, l'accès est important, mais si on n'a pas de capacité ex-ante à utiliser les outils numériques, on pourra difficilement mettre en œuvre les solutions et donc faire face à la COVID. Donc, rapidement, la revue de littérature sur les papiers existants. Il y a eu beaucoup de choses en 2-3 ans, forcément, sur ces papiers-là, Internet, Covid et capacité à faire face au choc. Donc, il y a tous les papiers sur les pays développés qui ont montré qu'en général, les zones les mieux connectées, les entreprises les plus à même d'utiliser les outils numériques étaient capables de faire face au choc, en tout cas de manière différenciée, avaient moins subi de choc. Les évidences sur les pays en développement sont moins nombreuses. On a quelques papiers qui montrent que les entreprises ont eu tendance à adopter des technologies digitales suite à la crise. On a eu quelques études au niveau des individus sur le fait que les individus dans les zones les mieux connectées avaient utilisé par exemple du mobile banking. Mais en fait, il y a assez peu, on n'a pas trouvé de papiers réellement qui font vraiment le lien entre ce qu'on va faire dans ce papier, c'est-à-dire quelle était la capacité de l'entreprise avant la crise à utiliser les outils numériques et le degré de connectivité et comment ces aspects-là ont pu jouer sur la capacité de l'entreprise à faire face à la crise. Et on va aussi étudier les canaux par lesquels, qu'est-ce qui explique le fait que ces entreprises ont mieux fait face à la crise. Donc, la contribution de ce papier se situe, pour faire simple, à 3 niveaux. Tout d'abord, c'est une étude sur les effets de l'Internet sur un échantillon assez large d'entreprises, sur 39 pays développés et en développement, alors que les études existantes étaient principalement sur les pays développés, principalement sur les États-Unis à ce niveau-là. Et on évalue l'effet de ces solutions sur les performances. La deuxième question, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure, c'est qu'il y a 2 niveaux, si vous voulez, de fracture numérique. Il y a un niveau qui est plutôt de connectivité et un niveau qui est plutôt d'usage et au niveau individuel. Et en fait, nous, ce qui va nous intéresser principalement, ça va être plutôt la familiarité avant la crise, donc ce qu'on appelle les digital skills, les compétences numériques. Et enfin, on essaie de comprendre un peu mieux les canaux de transmission. Pourquoi les entreprises qui avaient des capacités numériques antérieures à la crise ont mieux fait face pendant la crise. Et est-ce que c'est dû à l'adoption de stratégies de stratégie ou est-ce que c'est dû à l'accès des crédits externes, à des fonds externes, qu'ils soient publics ou privés? Donc, je vais vous présenter rapidement la méthodologie, les données, les variables et les principaux résultats. Je vais aller assez vite en fait sur les principaux résultats et la méthodologie, sur les principaux résultats. Donc, la méthodologie est assez standard. On explique les performances. Donc, les performances pendant la crise de la Covid pour une entreprise I située dans un pays C à la semaine T. Et ça, on va l'expliquer par est-ce que l'entreprise avait un site Internet ou pas en T0. T0, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant le Covid, donc c'est-à-dire en 2019, avant 2020. Et on contrôle pour des facteurs pays, année, pays, semaine, qui vont nous permettre d'évaluer la profondeur de la crise. Donc, ça va être par exemple le taux de mortalité, mais aussi les mesures gouvernementales. Des facteurs entreprises, dont l'idée va être de contrôler pour plus ou moins les déterminants du fait d'avoir un site Internet ou pas avant la crise, donc les déterminants classiques. Et on a un effet fixe pays et un effet fixe semaine. Ça veut dire qu'on va comparer, pour clarifier, en fait, on va comparer des entreprises au sein d'un même pays, mais pas forcément observer à la même semaine. Et donc, le résultat attendu, normalement, dans cette forme réduite, c'est que le fait d'avoir un site Internet qui est une sorte de mesure de capacité numérique antérieure à la crise, normalement, on s'attend à ce que ça ait un effet positif sur les performances. En tout cas, que les performances aient moins chuté pendant la crise pour ces entreprises-là que pour les autres. Donc, bien évidemment, dans ce type, c'est une approche très, très simple. Hein. Donc, il y a forcément un problème d'identification. C'est assez compliqué on a essayé d'instrumenter, mais c'est assez compliqué d'instrumenter. Et on sait qu'il y a des chocs, des caractéristiques inobservables qui vont impacter à la fois l'adoption de technologies numériques avant même la crise et la capacité de rebond. C'est par exemple la capacité managériale des entrepreneurs ou des capacités plutôt locales. Donc, la solution qu'on a trouvée pour l'instant, c'était juste d'ajouter des variables de contrôle. Donc, à la fois des variables de contrôle de connectivité. Est-ce que je suis dans une zone qui a un bon accès à Internet ou pas?
Et aussi, on mesure des variables de contrôle, et je vais en revenir tout de suite après, sur les performances de la firme avant le choc. En gros, est-ce que la firme était plus performante que les autres firmes du même pays et du même secteur avant le choc? Et ça, on s'attend à ce que les firmes les plus performantes soient celles qui soient le plus à même de rebondir après le choc, mais qui soient aussi celles qui ont une plus forte propension à utiliser des outils numériques. Donc, je passe ces slides, j'en reparlerai rapidement tout à l'heure. Au niveau des données, donc notre base de données initiale, c'est une enquête qui a eu lieu au moment de la crise de la Covid. Donc, nous, on a les données entre avril 2020, donc c'est vraiment au tout début de la crise, jusqu'à juin 2021, où les équipes de la Banque mondiale, en fait, sont allées enquêter des entreprises avec un double objectif dans les questionnaires. C'est comprendre quel était l'effet de la crise sur leurs activités quotidiennes. En gros, quel est le niveau de vos ventes par rapport à vos ventes habituelles et ainsi de suite. Et deuxièmement, comment les entreprises ont répondu à la crise, et c'est ces deux informations qu'on va utiliser. On combine ces données avec d'autres données, et notamment les World Bank Enterprise Survey, parce que toutes les entreprises qui ont été enquêtées sont des entreprises qui avaient été enquêtées antérieurement dans les World Bank Enterprise Survey dans les 2 ou 3 années avant la crise. Et c'est en fusionnant ces bases qu'on va pouvoir avoir des informations plus complètes sur les entreprises, et notamment sur est-ce que les entreprises utilisent des outils numériques ou pas avant la crise. Et ensuite, on a d'autres bases de données qui vont nous permettre de mesurer la connectivité avec les GSMA, les réponses des gouvernements à la crise et le taux de mortalité. Donc, notre échantillon total, c'est un peu plus de 31 000 firmes interviewées entre avril 2020 et juin 2021 et sur 39 pays. Donc, on a 4 mesures d'intérêt de performance. La première mesure, c'est juste une muette 0,1 si l'entreprise est ouverte au moment de l'interview, ou si elle est 0 si elle est fermée. Soit elle peut être fermée de manière temporaire, soit elle peut être fermée de manière définitive. On exploite juste le fait qu'elle soit ouverte ou fermée. La deuxième variable, ça va être la variation des ventes de l'entreprise entre le mois avant l'enquête. Donc, par exemple, si une entreprise est enquêtée, je ne sais pas, en août 2021, ça va être les ventes en juillet 2021, en comparaison avec les ventes du même mois en 2019. Donc, en gros, ça va être les ventes de juillet 2021 versus les ventes de juillet 2019. Et ensuite, on a une variation du nombre de travailleurs permanents. Alors, c'est juste les travailleurs permanents en pourcentage, juste toujours entre le mois avant l'enquête et à la fin 2019. Et on a une muette 1 qui nous donne une information si la firme, au-delà du nombre de travailleurs, si elle a réduit le nombre d'heures travaillées de ses salariés. Et donc, on a construit toutes les variables pour faciliter la lecture. Toutes les variables ont été construites de manière à ce qu'elles augmentent avec de meilleures performances. Et au niveau des canaux de transmission, on va s'intéresser à 2 grands types de canaux de transmission. Premièrement, les stratégies d'adaptation. Deuxièmement, l'accès aux fonds privés au public. Les stratégies d'adaptation, donc on utilise aussi les données de l'enquête sur la Covid. On en définit 4, ce sont les 4 informations qui sont données en fait dans l'enquête. Une première stratégie, c'est innovation. Est-ce que l'entreprise a adopté un nouveau produit ou un nouveau process? Une deuxième stratégie, c'est est-ce que l'entreprise a mis en place un service de vente de services à domicile ou de retrait. La troisième stratégie, c'est est-ce que l'entreprise a mis en place un service de vente en ligne? Alors, a mis en place ou à chaque fois, ou si elle avait mis en place, est-ce qu'elle a accentué en fait ce service-là? Et la quatrième information, c'est le télétravail. Est-ce que l'entreprise utilise le télétravail ou pas au moment de la crise? Et enfin, on a 2 informations sur l'accès aux fonds. Le premier sur l'accès aux fonds bancaires. Est-ce que l'entreprise a demandé un prêt à une banque suite à la crise pour faire face à un problème de liquidité? Et la deuxième information, c'est est-ce que l'entreprise a reçu un support public du gouvernement, ça peut être du gouvernement local, national, régional, durant la crise. Et donc, toutes ces variables sont extraites de la même base de données. Et notre principale variable d'intérêt, donc c'est assez difficile de mesurer en fait l'usage des outils numériques avant la crise. En fait, donc on utilise la seule variable qui est vraiment bien renseignée dans les World Bank Enterprise Survey, c'est-à-dire en 2019, c'est est-ce que l'entreprise avait un site internet. Il y a une autre variable qui est une variable d'email. Est-ce que l'entreprise utilisait les emails, mais elle est peu renseignée et en fait on se rend compte en plus que énormément d'entreprises utilisent les emails.
Donc cette variable, elle est assez simple. Hein. C'est juste une muette 1 si l'entreprise avait un site internet avant la crise. On n'a pas forcément plus d'informations sur ce qu'est le degré de complexité de ce site internet. Est-ce que par site internet, ils entendent juste une page Facebook sur laquelle on peut contacter l'entreprise, ou est-ce que c'est un vrai site internet indépendant? Et on n'a pas d'informations non plus sur l'intensité de l'usage. Est-ce que l'entreprise utilise vraiment ce site internet? Est-ce qu'elle le met à jour? Ou est-ce que c'est un site internet qui existe, mais sans forcément qu'il soit mis à jour ou qu'il soit vraiment utilisé par l'entreprise? On n'a pas ces informations-là. Et on contrôle quand même pour le niveau de connectivité dans la localité où se situe l'entreprise. Et pour ça, on utilise les données mobiles de GSMA, qui sont des données d'Internet mobile. On utilise la couverture 4G, mais ça ne change pas grand-chose si on prend la 3G. Pourquoi la 4G? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de stratégies d'adaptation. Par exemple, le télétravail qui requiert quand même des niveaux de connectivité assez importants. Et donc, la 4G se prête plus à ces niveaux-là. Et on a l'information, on n'a pas l'information au niveau vraiment de l'entreprise, on a l'information au niveau de la ville, où est l'entreprise. Donc ensuite, on a des variables de contrôle. Je passe assez rapidement sur les variables de contrôle. Au niveau des pays, on a des mesures d'intensité de la crise, nombre de morts, on a des mesures d'intensité de mesures gouvernementales. Est-ce que le gouvernement a mis des mesures fortes ou pas, que ce soit des mesures de soutien ou des mesures de confinement. Et on a des variables de contrôle au niveau de l'entreprise, donc les variables de contrôle classiques, la taille, l'âge, le secteur d'activité, est-ce qu'elle est étrangère, le genre. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, parce que c'est des variables qui vont nous servir en partie à essayer de contrôler pour des problèmes d'endogénité, on a essayé de mesurer les performances de l'entreprise avant la crise. Et pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une muette. Dans un premier temps, on a créé une muette qui est égale à 1. Si l'entreprise, en termes de productivité, on a une mesure de productivité sur les enquêtes en 2019 ou 2018 ou 2017, ça dépend des années. Est-ce que l'entreprise, en termes de productivité, était supérieure aux entreprises du même pays avant la crise? Voilà. Est-ce qu'elle est dans le top quartile en termes de productivité des entreprises du pays qui ont été enquêtées? Et on a aussi des mesures de contraintes d'accès à l'électricité ou d'accès à la finance avant la crise, qui peuvent être des mesures qui peuvent expliquer pourquoi l'entreprise adopte ou pas des sites Internet, mais qui sont aussi des mesures qui peuvent expliquer les performances de l'entreprise. Et on a des mesures de la taille de la localité où est l'entreprise. Donc, je passe les statistiques descriptives pour gagner un petit peu de temps. Et je vais vous présenter d'abord les résultats du modèle réduit, donc où on évalue l'effet d'avoir un site Internet sur les performances, et ensuite, on va essayer de comprendre les canaux de transmission. Donc, au niveau du tableau de résultats, j'ai mis 4 mesures de performance. J'ai juste reporté l'effet de la muette website. Avec, bien évidemment, on contrôle pour toutes les variables de contrôle, les effets fixes pays, les effets fixes semaines. Et on observe deux choses. D'une part, les entreprises qui avaient accès à un site Internet avant la crise ont mieux performé sur deux critères, qui sont la capacité à rester ouvert et l'évolution des ventes. Et en termes d'effet économique, c'est la dernière ligne. En termes de pourcentage, l'effet est surtout là où il est le plus important, c'est surtout au niveau des ventes, où on voit que les entreprises qui ont un site Internet ont des niveaux de vente qui sont 6,2%. Je parle bien de pourcentage, j'ai plus de points de pourcentage, mais la chute est réduite de 6,2%. En revanche, on ne trouve pas d'effet de l'usage d'Internet sur l'ajustement du travail, que ce soit d'un point de vue extensif sur le nombre de travailleurs ou d'un point de vue intensif sur le nombre d'heures travaillées. Le nombre d'heures travaillées, c'est juste une muette, on n'a pas plus d'informations. Donc, je passe les résultats sur les variables de contrôle. Sur les tests de robustesse, rapidement, on a tenté une autre mesure de couverture, la 3G, ça n'a pas changé grand-chose. Plutôt que de mettre des muettes temporelles, on a mis le temps depuis le début de la crise. Et ça va avoir des résultats intéressants en soi, mais ça ne change pas les résultats. On a aussi ajouté dans le modèle de base, on a des muettes pays et des muettes semaines séparées, plus des variables de contrôle pour l'intensité de la crise au niveau pays-semaine. Dans un modèle plus restreint, on a mis des muettes pays-semaine, donc qui captent tout ce qui se passe au niveau pays-semaine. Et là, ça veut dire qu'on compare des entreprises qui sont dans le même pays et la même semaine. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de choses. Et on a aussi des muettes localité. Et les résultats sont très robustes, en fait, ils sont quasi inchangés. Et on a aussi changé la mesure des performances antérieures de l'entreprise. Donc, on a une mesure de productivité au départ, top quartile, on fait le top 50, 50%, la médiane, mais on regarde aussi d'autres mesures comme l'évolution de l'emploi ou l'évolution des ventes avant la crise, qui sont d'autres mesures de performance, et on trouve des résultats similaires. Donc, rapidement, avant de conclure,
on a étudié les canaux de transmission. Donc on a 2 canaux de transmission possibles. Les entreprises qui avaient un usage numérique avant la crise, donc qu'on suppose avoir une certaine familiarité avec les outils numériques, peuvent avoir adopté des stratégies pour faire face à la crise qui s'appuient sur le numérique, ou peuvent avoir utilisé ce lien numérique pour accéder à des fonds. Et donc, pour tester ces canaux de transmission, on opère en 2 étapes. Première étape, on étudie est-ce que l'effet d'avoir Internet accroît la probabilité d'utiliser des stratégies d'adaptation à la crise, ou accroît la probabilité d'accéder à des fonds qui soient privés, bancaires ou publics, qui sont des supports publics. Donc, c'est voir s'il y a un lien entre l'usage d'Internet et la proportion à utiliser ces stratégies ou à accéder à ces fonds. Et dans la deuxième étape, on réintroduit ces stratégies dans notre modèle de base et on s'attend à ce que l'effet de la variable Internet, si ça transite par ce canal-là, soit réduit par l'incorporation de ces variables-là. Donc, c'est plus ou moins c'est ce qui a été fait par Thibaut dans la présentation précédente, mais dans un autre contexte très différent. Donc, rapidement, d'abord, on s'intéresse aux 4 stratégies d'adaptation, donc innovation, vente en ligne, vente à emporter et travail à domicile. Ce qu'on observe, c'est que l'usage d'Internet avant la crise accroît la probabilité des 3 dernières stratégies, c'est-à-dire la probabilité de mettre en place un service de delivery, de vente à emporter, un service de vente en ligne et du télétravail. Et les effets marginaux sont relativement importants, notamment pour les 2 dernières stratégies. En revanche, il n'y a pas d'effet sur l'innovation. Et dans la deuxième étape, ce qu'on note, c'est quand on réintègre ces variables dans notre modèle standard, alors les premières colonnes sont un petit peu changées par rapport au modèle de base parce qu'on a restreint l'échantillon uniquement aux observations pour lesquelles on a l'information sur la stratégie d'adaptation pour bien pouvoir comparer le fait d'inclure ou pas les stratégies d'adaptation et que ce ne soit pas dû à un changement d'échantillon. Mais le message principal est le suivant, c'est qu'en fait, l'adaptation, l'utilisation de stratégies d'adaptation a neutralisé l'effet positif d'Internet sur les ventes. Donc, on avait un effet sur les ventes et un effet sur la capacité d'être ouvert. Sur la capacité d'être ouvert, on a un problème parce qu'en fait, quand on restreint l'échantillon, on voit que l'effet d'Internet disparaît avant même l'incorporation des stratégies d'adaptation, mais au moins sur les ventes, qui est de toute façon l'effet le plus important qu'on observait, on voit que l'effet diminue. L'effet diminue non seulement en amplitude statistique, mais aussi en amplitude économique. Et l'autre résultat, c'est que les stratégies d'adaptation qui ont eu les effets les plus importants sont celles sur lesquelles Internet a aussi eu un effet, c'est-à-dire la vente en ligne, le télétravail et la vente à emporter. Dans la deuxième étape, on étudie l'effet sur les fonds. Donc, ce qu'on note sur l'effet sur les fonds, là, j'ai aussi reporté les résultats pour la connectivité parce qu'en fait, on observe que à la fois l'usage antérieur d'Internet et l'accès à Internet a accru la probabilité d'accéder à des fonds qui soient publics ou privés au moment de la crise. En revanche, on n'observe pas le fait d'utiliser d'accéder à ces fonds n'a pas d'effet sur l'effet positif d'Internet. Donc, ça sous-entend que c'est pas parce que ça semble pas être ce canal-là qui explique l'effet positif d'Internet. Le résultat qui est un petit peu surprenant, en revanche, quand on regarde l'effet, on voit que l'accès à un crédit bancaire semble avoir un effet positif, mais il n'est pas toujours très clair. Et l'accès les entreprises qui ont bénéficié d'un soutien public ont moins bien performé que les entreprises qui n'ont pas bénéficié d'un soutien public. L'explication la plus probable dans ce cas-là, c'est vraiment une explication de causalité inverse, c'est-à-dire que c'est parce que les entreprises ont souffert qu'elles ont demandé des soutiens publics, et donc c'est pour ça qu'on trouve un effet négatif. C'est pas une relation de causalité, c'est juste une corrélation qu'on observe. Donc rapidement, donc ça aura été très rapide, mais je serais curieux d'avoir vos retours. La question de recherche, c'est quel est l'effet de l'accès, de la familiarité avec Internet et les outils numériques avant la crise sur la capacité de l'entreprise à faire face à la crise. On trouve que les entreprises qui avaient un site Internet, qui est la proxy qu'on utilise pour mesurer cette familiarité, qui est vraiment une proxy, a un effet positif. Les entreprises ont moins souffert, et notamment en termes de vente et aussi en termes de capacité à rester ouvertes. Et
Qu'est-ce qui explique cet effet? C'est principalement l'adoption de stratégies d'adaptation, et notamment de télétravail, de vente en ligne, mais pas l'accès au fonds. Donc, je vous remercie pour cette présentation. Je suis désolé, j'ai été très rapide, je pense, mais j'ai tenté de rester dans le timing imparti, car le temps est déjà dépassé, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florian, pour cette présentation. Je vais passer la parole à Lionel Fontanier pour la discussion du papier. Bonjour à toutes et tous. Je salue Sylviane et Patrick. Est-ce que vous voyez mes transparences affichées? Oui. D'accord. Donc, merci de m'avoir donné l'opportunité de lire ce papier très fourni, très intéressant. Donc, pour résumer, quelle est la question qui est posée ici? Je crois que ça a été bien résumé dans la présentation, c'est de savoir si l'usage d'Internet, et non pas l'accès à Internet, et l'usage d'Internet ici est approché par l'existence d'un site web, a donc permis de passer à travers la période de Covid plus facilement pour les entreprises concernées. Et donc la deuxième question, c'est si jamais la réponse à la première est oui, est-ce que c'est dû à de l'innovation? Est-ce que c'est dû donc aux livraisons à domicile? Est-ce que c'est dû aux ventes en ligne? Est-ce que c'est dû à la capacité d'organiser du télétravail? Est-ce que c'est dû à l'accès à des prêts bancaires, etc. Et donc ça va être examiné, comme on va en discuter, en contrôlant pour des effets fixes pays-temps, qui donc contrôle pour les effets pays-temps inobservés, pour le degré de restriction des mesures qui ont été prises pendant le Covid avec une assez haute fréquence et par des caractéristiques des entreprises. Voilà, et donc comme ça a été dit, il y a un survey d'à peu près 30 000 firmes dans 39 pays qui sont des pays développés ou en développement. Alors les résultats viennent d'être appelés. Les entreprises qui ont un site web sont aussi celles qui ont une probabilité de survie plus élevée. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la marge extensive, d'une certaine façon dans la littérature. Et quand on regarde pour les ventes, eh bien, on a le même type de résultats positifs. Donc les canaux qui permettent ça ont été rappelés, je n'y reviens pas. Et donc il y a un point sur lequel je reviendrai, c'est que la présence d'un site web est aussi en relation avec l'accès à la finance et les soutiens publics. Alors, mon sentiment général en lisant ce travail, c'est que c'est un papier très intéressant. Le sujet est vraiment formidable. Et surtout, je mesure bien l'énorme quantité de données qui a été manipulée. C'est assez impressionnant. Donc, tout ça est bien fait. Bon, alors ça, c'est donc pour les éléments très positifs. Je pense qu'il y a encore des questions qu'il faut clarifier. Vous allez voir dans la suite de mes remarques que certaines des questions sont d'ailleurs clarifiées à l'oral, ce qui veut dire qu'il y a une marge d'amélioration du papier. Donc, mes remarques vont vous aider, je pense, à comprendre comment un lecteur qui découvre votre recherche ne comprend pas certaines choses qui éventuellement ont pu apparaître plus clairement à l'oral, mais qui ne sont pas forcément très claires dans la présentation écrite. Et je terminerai par des suggestions pour prolonger cette recherche si c'est possible. Alors, les questions. La première, c'est pourquoi avez-vous choisi de mélanger des pays qui sont si différents? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir à la fois des pays en voie de développement, des pays développés, des pays de niveau intermédiaire? Quel était l'objectif, au-delà du fait que le survey a été fait comme ça? Le deuxième point sur lequel je voudrais vous entendre, mais il y a eu une phrase dans la présentation orale de Prudence qui va dans ce sens-là, c'est que, évidemment, il n'y a pas de causalité ici. Or, dans la présentation au moins écrite, mais ça s'est entendu un peu à l'oral, on entend toujours l'effet de sur. Il ne s'agit pas
on ne prouve pas qu'il y a un effet. On dit juste que les deux choses vont en même temps, ce qui n'est pas forcément la preuve qu'il y a un effet. Donc, ce n'est pas causal. Le troisième point qui a été un peu évoqué à l'oral, c'est qu'avoir un site web, ça peut vouloir dire des tonnes de choses très, très différentes. Je peux vendre à travers mon site web, ou je peux simplement avoir un site web qui présente mon entreprise sans que je m'en serve vraiment. Et nous avons tous eu l'occasion de regarder des sites web d'entreprises dans des pays différents. On voit bien quelquefois que ces sites web sont juste là parce qu'il faut avoir un site web sans autre forme d'utilisation. Alors, il y a un point sur lequel on va discuter un peu plus, c'est la question de fréquence des variables qui sont utilisées à gauche et à droite dans l'équation, principale, puis aussi la deuxième. Donc, on a le sentiment, et je crois que c'est un peu plus qu'un sentiment, que les contrôles entreprises sont avec une fréquence annuelle. Pour ce qui est donc le degré de Covid, il semble que ce soit plutôt des fréquences hebdomadaires. Les entreprises font l'objet d'une enquête de la part de la Banque mondiale. Ce qui n'est pas très clair dans mon esprit, c'est qu'elles sont enquêtées plusieurs fois ou simplement une seule fois à des moments différents pendant la période de Covid. J'ai relu plusieurs fois le texte et ça ne m'a pas sauté aux yeux, donc je pense que ça, c'est vraiment un point à clarifier. Je vais y revenir dans un instant. Ma compréhension, alors vous allez me dire que ce n'est pas ça et donc ça permettra de clarifier. Ma compréhension, c'est que vous allez comparer différentes entreprises à différentes dates et que vous n'allez pas regarder comment une entreprise s'ajuste au cours du temps pendant la période de Covid du fait de l'existence, par exemple, d'un site web. Maintenant, un point de détail sur l'estimateur qui est utilisé. Dans ce que vous faites, si j'ai bien compris, par exemple, le Togo va avoir le même poids que la Pologne ou que l'Italie. Donc pourquoi pas, mais est-ce que les résultats sont robustes si on change cette pondération? Dans la colonne 1 et 2 du tableau 4, et ça aussi c'est quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de dire à l'oral, je comprends que vous utilisez des estimateurs différents, donc quelque chose comme un Probit pour la marge extensive et comme un OLS ou un WISIN pour la marge intensive. Le point qui ne m'a pas paru très très clair aussi, c'est pourquoi on a une corrélation négative avec la 4G et positive avec le travail à distance dans le tableau 5. Donc là, il y a des résultats qui sont un peu étonnants, qui mériteraient d'être clarifiés. Et puis, la question des financements bancaires, si le simple fait d'avoir un site web facilite l'obtention des financements bancaires, c'est peut-être qu'on a un biais de variable omise, que ça cache autre chose, ou alors que le fait d'avoir un site web est un signal qui est envoyé aux banques. Enfin, je pense qu'il faudrait discuter ça un tout petit peu plus. Alors, voilà mon point principal sur la spécification. Donc, l'équation que vous utilisez est rappelée ici. Donc, la variable de gauche, c'est la variable de performance. Donc, on va expliquer ça par le fait qu'on a un site web avant le déclenchement du Covid, le degré de Covid, on va dire, ou de mesures qui sont adoptées par le pays pour le Covid, et puis des contrôles au niveau firme, un effet fixe pays, un effet fixe temps. Donc, globalement, ça fonctionne comme ça. Et donc, à gauche, on a quelque chose qui, me semble-t-il, est annuel, et à droite, pour stringency, ici, on a quelque chose, pour le Covid, on a quelque chose qui, si j'ai bien compris, est hebdomadaire. Donc, je voudrais réconcilier ces deux points. Est-ce que pour une même entreprise, vous allez avoir plusieurs observations tout simplement parce que vous allez répéter l'entreprise, mais que stringency va apparaître plusieurs fois avec des valeurs différentes dans la base? Je n'ai pas bien compris comment ça marchait, donc vous allez me clarifier. Donc, est-ce qu'on est bien d'accord sur le fait que les effets sont contemporains, c'est-à-dire
on est dans la même période à droite et à gauche. Un point important aussi, ce que vous regardez, c'est les effets de Covid sur le marché domestique de l'entreprise. Et si jamais il y a des entreprises dans votre échantillon, et il doit y en avoir, qui exportent, à ce moment-là, ce qui compte, ce n'est pas juste le Covid à la maison, c'est aussi le Covid chez mes clients ou le Covid chez mes fournisseurs à l'étranger. Et ça n'est pas adressé dans l'estimation. Donc la question, est-ce que c'est un choc de demande, est-ce que c'est un choc d'offre? Mais ça c'est apparu plus clairement dans la présentation orale. Quand on parle de la marge intensive, il faut que ce soit en différence par rapport à l'année précédente. Et si j'ai bien compris à l'oral, c'est ce que vous faites en fait. Donc c'est le taux de croissance d'une période sur l'autre. Donc si vous pouvez nous repréciser ça, mais je crois avoir compris ça à l'oral. Et donc on a un travail à la Banque de France qui est rappelé ici, où on fait ce genre de choses, où on a les taux de croissance en regardant de mois à mois les exportations des entreprises françaises. Et donc, on ne regarde pas la question du site web, mais au fond, c'est assez semblable. Et à ce moment-là, donc, se pose la question de savoir si le taux de croissance que vous observez entre la période courante et la période précédente n'est pas impacté par une sorte de trend ou de retour à la moyenne pour les entreprises concernées. Tout simplement, les entreprises qui ont un taux de croissance plus fort durablement peuvent être aussi celles qui ont développé des sites web. Et à ce moment-là, ça pose un problème pour votre spécification. Alors pour terminer, je me dépêche parce que j'ai vu qu'on avait déjà dépassé le temps. Pour terminer, ce qui est probablement sur votre agenda de recherche, c'est être un peu plus offensif sur la question de la quantification des effets. C'est quel ordre de grandeur? Donc vous avez dit un chiffre, là, quelques pourcents, mais vous pouvez aller, je pense, beaucoup plus loin là-dessus. Vous pouvez aussi proposer des contrefactuels. Qu'est-ce qui se passerait si tel type d'entreprise n'avait pas eu de site web, etc. Une chose qui m'a surpris, mais vous avez probablement essayé, c'est que vous n'interagissez pas le degré de Covid avec le site web. Donc, est-ce qu'il y a une bonne raison pour ne pas le faire? C'est ce que j'aurais attendu assez naturellement. J'ai une question aussi que vous pourriez plus développer. Il y a une phrase là-dessus dans le texte. C'est que certaines n'ont pas réussi à être contactées. Et si elles n'ont pas réussi à être contactées, c'est peut-être qu'elles ont disparu ou je ne sais pas. Donc là, il y a peut-être un biais de sélection. Donc vous en parlez un tout petit peu dans le texte. Ça serait pas mal de creuser ça un petit peu. Le point vraiment sur lequel on attend plus, c'est les premiers tableaux, parce que vous avez sûrement des choses très différentes dans vos résultats, mais là, vous présentez des résultats dans lesquels vous avez peut-être 20, 30 contrôles, j'exagère à peine, pour l'entreprise qui sont empilés les uns derrière les autres dans l'équation. Et donc, évidemment, de nombreux contrôles sont corrélés entre eux. Par exemple, vous avez une dummy pour est-ce que la firme est un exportateur et vous avez une mesure de la taille. En général, les plus grandes entreprises sont évidemment des exportateurs, comme vous le savez. Donc, est-ce que vous avez des résultats où vous avez très peu de contrôle, au fait, où vous mettez juste les variables d'intérêt au début, et puis après, vous pouvez avoir des contrôles, mais ça serait intéressant de voir ça. Est-ce que vous pouvez construire un choc sur les marchés de destination des entreprises exportatrices? Je pense que non, mais si jamais ça avait été le cas, ça aurait été formidable. Est-ce que vous avez essayé de couper l'échantillon par niveau de revenus des pays? Avoir un site web, c'est peut-être pas le même impact en Italie et au Togo, quoi. C'est peut-être très fort au Togo et peut-être pas si fort en Italie. Donc, je sais bien que vous avez un effet fixe pays dans vos estimations, mais qu'est-ce qui se passe si on split l'échantillon? J'aurais bien été intéressé aussi de voir la distribution des effets fixes pays, à quoi ça ressemble. Et puis, vous le faites un petit peu dans l'annexe, notamment dans le tableau A3. Jouer un peu plus avec différentes structures d'effets fixes pour voir comment tout ça réagit. Voilà. Donc, c'est quelques suggestions à la fois de clarification et puis de prolongement sur un papier que j'ai trouvé super intéressant. Merci. Merci beaucoup. Luc, tu souhaites que
que je réponde. De toute façon, je ne vais pas répondre à tous les points parce que ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas s'il y avait des questions autres, Luc, peut-être. Il y a deux autres questions posées donc, par l'intermédiaire du chat. Tout d'abord, s'il y avait une distinction formelle, informelle dans la composition de l'échantillon, est-ce que les firmes informelles sont également incluses? Et l'autre question portait sur les solutions de mobile money qui pourraient être proposées par les entreprises de façon à faciliter les paiements, solutions qui sont très développées dans les pays en développement. D'accord, très bien. Donc, je vais répondre à quelques questions, notamment les questions de clarification. Effectivement, je pense que la compréhension, même si le papier n'était pas très clair, semble-t-il, la compréhension qui a été faite était la bonne. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a une entreprise enquêtée. L'entreprise n'est pas enquêtée plusieurs fois. C'est pas un panel, en fait. Et on a des entreprises qui sont enquêtées à différentes périodes. Et donc, ce qu'on a, c'est la mesure de la performance par exemple, des ventes. Donc, c'est la variation des ventes. C'est bien la variation des ventes en pourcentage entre le moment où l'entreprise a enquêté et le même mois en 2019. Donc, on a bien une observation par entreprise, uniquement. Et donc, on contrôle ensuite pour des mesures de stringency, de mesures gouvernementales, par exemple, là, au niveau semaine. Donc, si l'entreprise a enquêté telle semaine, on va mettre les mesures au niveau de cette semaine-là. Voilà. Je crois que ce n'est pas tout à fait les mesures au moment de la semaine, mais c'est l'accumulation des mesures depuis le début de la crise pour les entreprises enquêtées à cette semaine-là. Donc à ce niveau-là, oui, c'était bien des entreprises qui ont été enquêtées qu'une seule fois. Donc ça, il faut qu'on le clarifie. Pareil, le deuxième point, le point sur la causalité, oui, on est bien conscient que ce qu'on fait, c'est pas causal, hein, c'est de la corrélation améliorée par du contrôle de variables, mais on n'arrivera jamais à la causalité avec nos données. Donc, on essaye de se rapprocher de quelque chose qui peut donner l'intuition qu'il y a peut-être une relation qui soit un peu plus qu'une pure corrélation, mais on ne pourra jamais avoir de la causalité parfaite. Sur les points qui ont été… Pourquoi on a pris tous les pays? Parce qu'à la base, en fait, on avait une demande… à la base, c'est une demande de l'OIF, donc on avait pris tous les pays, parce que ce qui les intéressait, ce n'était pas tant les pays développés et en développement. Et ensuite… on a continué sur cet échantillon-là et on a quand même essayé de voir s'il y avait des effets qui étaient différenciés entre pays développés et pays en développement. Il n'y avait pas forcément, c'était pas très très clair en fait s'il y avait une différence. On a essayé par sous-échantillon, on a essayé par interaction, c'était pas très différent. On a aussi fait pour le degré des mesures de confinement. Est-ce que dans les pays où les mesures de confinement étaient plus fortes ou pas, il y avait des différences? Et pareil, on n'a pas vu de grandes différences. Et là, on s'est heurté en fait à un autre obstacle, qui est un obstacle qu'on a vu par le biais des données, c'est qu'en fait, les mesures de confinement ont surtout été très fortes dans les pays développés. Dans les pays en développement, elles ont été plus faibles et donc ça pose des questions. Et on n'avait pas forcément de différence. Et au-delà du niveau, qui est du niveau légal qu'on avait, il y a aussi le niveau de la mise en œuvre de ces mesures qui n'est peut-être pas le même dans les pays développés et les pays en développement, où il y a pu y avoir plus de contournement dans des marchés plus informels que des marchés, par exemple, en France. Et donc, ça me rapproche sur le point sur formel et informel. C'est bien des entreprises formelles qu'on a. On n'a pas d'informations sur les entreprises informelles, que des entreprises formelles. Je note les points sur, au-delà des points de clarification, les points sur le biais de sélection, effectivement, c'est un vrai problème. On a réestimé. Alors, ce qu'on a fait, on n'a pas fait un modèle de sélection. On aurait sans doute dû faire un modèle de type Ekman. On ne l'a pas fait. Bon, c'est compliqué de trouver une variable de sélection, en fait, pour être tout à fait honnête. Ce qu'on a essayé de faire avec Joël, c'est-à-dire qu'on a essayé les entreprises qui n'avaient pas été recontactées, par exemple. Donc, on a fait le modèle sur l'ouverture ou pas pour ces entreprises-là. On trouve les mêmes résultats, en fait. Et ensuite, on a essayé pour les autres variables, on a essayé de voir si on mettait par exemple l'évaluation des ventes, on considérait que ces entreprises avaient fermé, donc il y avait une baisse de 100% des ventes. Mais globalement, on retombait sur des choses qui étaient assez proches du modèle où on expliquait la survivance. Donc, ce n'était pas hyper intéressant. Mais voilà, on n'a pas fait de modèle de sélection, il faudra peut-être qu'on s'y penche un peu plus parce que c'est vrai que c'est un vrai problème avec le nombre d'entreprises non recontactées est quand même non négligeable. Donc, ça peut poser… Donc, au niveau des… je vous remercie pour la remarque sur
sur les destinations, les entreprises, effectivement, on s'intéresse principalement à un effet sur le marché domestique. Alors, la variable la plus intéressante pour nous, c'est l'évolution des ventes. L'évolution des ventes, on n'a pas d'informations. Normalement, c'est les ventes totales. Donc, c'est aussi bien les ventes domestiques que les ventes, que les exportations. On n'a pas regardé, c'est vrai qu'on n'a pas regardé en détail l'effet des entreprises qui sont dans des chaînes de valeur, c'est-à-dire qui importent et qui exportent. On a juste mis des contrôles pour ça. On avait eu la même idée de regarder le choc, par exemple, pour les entreprises exportatrices. On voulait initialement mesurer le choc sur les principaux marchés d'exportation. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'information. On sait juste si l'entreprise exporte, on n'a aucune information sur le lieu de l'exportation. Donc ça, on n'a pas pu le faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres points qui étaient sur le trend des entreprises. Donc, on n'a qu'une observation, donc c'est assez compliqué d'avoir un trend. C'est peut-être un peu l'idée qu'on avait quand on a voulu mesurer les performances autrement en regardant la croissance de l'entreprise avant la crise, mais je ne suis pas sûr que ça réponde à ce point-là. Parce que même la croissance d'entreprise, c'est des choses qui sont assez volatiles, donc je ne suis pas sûr qu'on mesure un trend à long terme. Et sinon, les points que j'ai omis, sur les pondérations, en fait, pour être tout à fait honnête, ça ne change pas grand-chose au résultat. En tout cas, ça ne fait pas tomber tous nos effets. Ce n'est pas ça qui drive nos effets significatifs, et même en termes d'amplitude économique, ça joue à la marge. Voilà, et sur les autres points, je les ai notés. Et en tout cas, vos slides nous seront utiles parce que j'ai peut-être oublié des points. Et le dernier point que Luc a fait remonter les questions de la salle, donc il y avait la distinction formelle-informelle, donc c'est bien que du formel. Et les solutions de Mobile Money, quelle était la question précise, Luc? C'était est-ce que les entreprises utilisent ces solutions-là ou est-ce que l'information… La question précise était, avez-vous des informations sur les entreprises proposant des solutions de paiement mobile, notamment dans les pays en développement? Ce point pourrait enrichir l'analyse. Alors, il y a des informations sur le paiement mobile dans les World Bank Enterprise Survey, c'est-à-dire avant l'enquête pour la Covid. Cependant, c'est des informations qui sont pas forcément très bien renseignées. Mais là, c'est peut-être plus Joël, mon co-auteur, qui sera plus à même de bien connaître ces données-là parce que c'est plus son domaine de recherche à lui. Mais de souvenir, c'est des informations qui ne sont pas énormément renseignées dans un premier temps. Mais il serait peut-être utile qu'on regarde en détail, qu'on regarde un peu plus s'il y a moyen d'en faire quelque chose quand même. Voilà, je pense, sauf si j'ai un point important auquel je n'ai pas répondu, dans ce cas-là, faites-le moi savoir. Mais j'ai dû balayer la plupart des remarques. Oui, merci Florent. Est-ce que dans la salle, il y avait des remarques ou des questions? Dans ce cas, j'ai peut-être juste une question sur la suite, Florian. Est-ce que tu comptes faire des développements ultérieurs à cette étude, au-delà de la prise en compte des remarques qui ont été faites ou… Développement ultérieur dans quel sens? Dans le sens d'approfondir ce papier-là ou de faire une autre étude complète sur un sujet connexe, mais pas forcément ce papier-là? Oui, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que le fait d'avoir un website est peut-être une mesure imparfaite de la digitalisation, même de la digitalisation par Internet des entreprises. Donc, et il y avait cette question effectivement sur l'accès, par exemple, à la banque mobile. Donc, est-ce que tu comptes creuser ce sillon? C'était juste ça ma question. Alors, sur ce papier-là, ça va être assez compliqué avec ces données-là parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup plus de données. Le mobile money, voilà, ce que j'ai dit, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit exploitable économétriquement. Donc, sur ce papier-là, je ne pense pas qu'on pourra creuser. Plus, c'est des informations plus riches sur l'utilisation des outils numériques parce qu'on n'aura pas les données. En revanche, sur les questions de lien entre numérique et entreprise, pas forcément dans le cas d'un shop, mais aussi dans le cas d'un shop, ça, c'est des points qu'on a en tête avec Joël Carriol, notamment dans le cadre de la chaire numérique à la Ferdi, sont des points qu'on creuse, alors qu'on n'a pas forcément développé, mais oui, ce sont des points qu'on a en tête pour essayer d'avancer dans ces réflexions-là. Par exemple, étudier d'autres chocs.
Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure donc ce séminaire hein, qui était très riche en articles et en présentations et en discussions. Donc, merci à Florian Léon et Thibault Lemaire pour leur présentation. Un grand merci à Lionel Fontanier et Samuel Guérino hein, qui ont accepté de discuter ces papiers. Et j'ai vu que nous avions atteint à peu près une 60aine de participants, dont de nombreux participants localisés en Afrique. Ça, c'est quelque chose que nous apprécions beaucoup, la capacité donc par ce format hybride à atteindre des gens qui ne sont pas forcément situés en France. Là, nous avions 2 articles qui étaient centrés peut-être sur les crises. Hein. Nous aurons un autre séminaire cette année au cours du mois d'octobre et du mois ou novembre qui devrait être centré sur les crypto-monnaies, un autre sujet d'actualité, mais nous vous confirmerons cela dans le courant du mois de septembre. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci à tous.